Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cinéma. Et oui, dans les salles obscures, bienvenue dans mes salles obscures. Et aujourd'hui, on va faire le top 10. J'ai réussi à faire un top 10 de l'année 1983. Mais avant de passer à mon top 10, je voudrais aussi remettre quelque chose à son, comment dire, à sa place. C'est dans l'année 81, j'ai oublié un grand film. Voilà, il aurait mérité largement être dans le top 5. Je l'aurais mis peut-être en quatrième ou troisième position. C'est un film que j'ai complètement zappé, mais zappé, complètement zappé. Et pourtant, c'est un film culte français que j'adore. Vraiment, j'adore. J'adore l'acteur, j'adore le film. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est Le Professionnel. Voilà. Et je tenais à en parler parce que j'ai complètement oublié ce film dans l'année 81. Voilà. Et c'est un film qui mérite tout mon respect et qui mérite d'être dans mon top. Voilà, j'aurais fait même un top 11 s'il fallait, s'il fallait pour remettre ce film là-dedans, mais je l'ai complètement oublié. Et c'est là que tu vois qu'il y a tellement de films, tellement de bons films, bah, que des fois tu passes à côté de chefs-d'œuvre sans t'en rendre compte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, il fallait que je remette de l'ordre dans ça et voilà, c'est ça. Donc si pour ceux qui ne connaisseraient pas encore ce film avec Jean-Paul Belmondo, hein, avec des phrases cultes comme moi non plus je voulais pas gifler, c'est ma femme qui m'a demandé. Le croissant, c'est pour mon ami. Et puis plein d'autres comme ça, c'est bon. T'as les scènes cultes dans ce film, la musique culte, hein, pour ceux qui auraient pas vu encore, enfin ce que c'était la musique, c'était la même musique aussi qu'il y avait dans la pub Royal Canin. Enfin voilà. En tout cas, film qui méritait largement d'être dans mon top 10 ou top 11 de l'année 1980. Et je tenais vraiment à remettre ça en place parce que c'est vraiment un film qui est magnifique. Voilà. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, eh ben, allez le voir parce que vous n'allez pas être déçus. C'est du Belmondo, du Bébel dans toute sa splendeur. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer donc à l'année 83. Alors 83, pareil, j'ai réussi à faire un top 10, mais ça a été complètement, vraiment très dur de faire un top 10. Encore une fois, j'ai dû sacrifier des films. Bah, j'ai dû sacrifier justement un film de Bébel, Le Marginal. Voilà, Le Marginal qui aurait pu être dans mon top 10. Je l'ai pas mis parce que c'est pas le mieux, c'est pas le meilleur de la trilogie qu'il a fait, parce qu'il a fait une trilogie justement, c'est Le Professionnel, Le Marginal et Le Solitaire. Voilà, et Le Marginal et Le Solitaire sont un cran en dessous, voire deux crans en dessous du Professionnel. Le Professionnel, c'est le top du top, tu vois. Et ce film-là, Le Marginal, j'aurais pu le mettre s'il n'y aurait pas eu mieux, mais comme il y a toujours mieux, c'est voilà, donc je l'ai pas mis. J'aurais pu mettre aussi L'été meurtrier avec Isabelle Adjani et Alain Souchon. Ah oui, Alain Souchon, qui fait le rôle d'un Rital dans le film, même s'il n'a pas du tout la gueule du Rital, mais bon, c'est pas grave. L'été meurtrier avec une Adjani magnifique, autant dans le rôle qu'elle fait, comme physiquement une splendeur, cette femme. Voilà. Ce film, s'il serait sorti aujourd'hui, aurait fait un scandale, mais vraiment un scandale parce que bon, déjà Adjani, elle est tout le long du film, elle est à poil, tu vois, donc voilà. Et puis il y a pas mal de trucs qui se passent dans le film qui auraient fait un scandale sur certains si ça aurait sorti aujourd'hui avec les mœurs d'aujourd'hui, avec la mentalité d'aujourd'hui qui est pour moi complètement à l'ouest. Ça aurait fait un scandale. Heureusement que ce film est sorti avant, parce que c'est un film qu'il faut voir aussi. Voilà. Même si je l'ai pas mis dans mon top 10, c'est un film que j'aurais pu mettre et je vous conseille quand même de le voir. Voilà. Maintenant, vraiment, passons à mon top 10. Alors, mon top 10, en 10e position, c'est un film tiré d'un bouquin de Stephen King, donc un film d'horreur, tiré du bouquin de Stephen King qui chaque fois qu'il fait un livre, ça va tout de suite en version film. Alors pour les puristes, ils disent toujours que le livre est toujours mieux que le film, ce qui est en général vrai. Mais j'ai vu ce film-là et je trouve que ce film est bien. C'est Cujo, voilà. Cujo, c'est l'histoire d'un chien qui se fait mordre par une bête. Je dis pas quoi. Et parce que je veux pas spoiler le film pour ceux qui l'auraient pas vu et qui après, bien sûr, on pense que c'est la rage qu'il a. Et après, il commence à devenir un tueur. Voilà, il veut tuer tout le monde et il veut tuer des gens. Voilà. Et j'en dis pas plus.
Ça se passe que dans un local, que dans une ferme. Mais je peux dire que le film, il dégage. Je peux dire que le film, il dégage. Il est vraiment hardcore. Voilà. Et puis, comme c'est tiré d'une histoire de Stephen King, c'est magnifique, quoi. T'es sûr et certain que ça va être bon, tu vois. Voilà. Donc, je vous conseille Cujo, qui est sorti le 10 août 1983 en France. Voilà. Et c'est un film à voir absolument si vous ne l'avez pas encore vu. En 9e position, une comédie française. Eh oui, oui, les comédies françaises de l'époque étaient très bonnes. Cette comédie, c'est avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Oui, en fait, c'est la suite logique de La Chèvre, c'est Les Compères. Les Compères, ce film est sorti le 23 novembre 1983 en France. Et c'est un film où tu rigoles du début à la fin. Si tu veux passer un bon moment tout seul ou entre amis, tu mets ce film-là en soirée et je peux te dire que tu passes un sacré moment parce que tu rigoles du début à la fin du film. Sans trop spoiler le film, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, c'est une mère où que son fils fait une fugue. Et son mari, c'est pas un mec, tu vois, c'est un mou, quoi. Tu vois, il s'en fout un peu, tu vois, pour retrouver son fils. Et elle fait appel à deux anciens boyfriend qu'elle a eu quand elle était jeune. Et elle leur fait croire que le gamin qui s'est enfui, son gamin, c'est leur gamin aussi. Donc Pierre Richard et Depardieu. Et donc ils vont alors eux ils sont motivés par contre, ils vont à la recherche de leur fils qui n'est pas leur fils. Et à un moment, ils se rencontrent. Et puis là, ils voient qu'ils ont tous les deux la même photo. Voilà. J'en dis pas plus. En tout cas, du début à la fin, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Du grand Pierre Richard, du grand Depardieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un film à voir. Voilà, c'est un film à voir si vous voulez rigoler pendant 1 heure et demie. Voilà. En 8e position, c'est un film avec Coluche. Voilà. Et c'est Ciao Pantin. Alors Ciao Pantin, je pense que tout le monde a entendu parler de ce film. C'est le premier rôle de Coluche en termes de sérieux. Parce que les autres films qu'il faisait, c'était des comédies, c'était pour rire. Mais ça, c'est le dernier film de Coluche d'ailleurs, avant qu'il meure. Et c'est aussi le seul film sérieux qu'il a fait. Un peu comme Bourvil à l'époque, quand il avait fait Le Cercle Rouge avec Alain Delon. C'était un rôle sérieux, pas du tout comique. On était habitué à voir un Bourvil vachement comique. Là, non, c'était un Bourvil très sérieux. Et là, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un film, moi, personnellement, que j'apprécie. Alors, c'est sorti en France le 21 décembre 1983, juste avant Noël, voilà. Donc, un bon film pour aller voir pour les fêtes de fin Noël de cette époque-là. C'est un film de Claude Berry. Et puis c'est un film. Il y a un autre acteur dedans. Je vous dis pas qui c'est. Si vous allez le découvrir, c'est un acteur qui a joué aussi dans les films, par exemple dans Camping 2, dans le truc des années 80 là. Les deux films qui ont été faits sur la musique des années 80 là. Voilà, c'est un des deux. Je pense que déjà vous voyez de qui je parle, même si je veux pas le dire, je veux pas gâcher le plaisir, parce que c'est un très très bon acteur. Moi j'adore aussi cet acteur. Et là, dans Ciao Pantin, c'est le début de sa carrière en fait. Il est jeune hein, et c'est un mec qui représente un mec qui fait des conneries quoi. Coluche dans le film, en fait, il le protège à un moment des mecs qui veulent le choper et tout. Enfin, je spoil pas le film. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 bon film de Coluche. Voilà. En 7e position, c'est encore un film de Coluche. Enfin, avec Coluche, mais cette fois-ci, c'est une comédie. C'est Banzai. Qui n'a pas vu ce film Banzai hein c'est sorti le 23 mars 83 en France. C'est un film de Claude Zidi. Et pareil, tu rigoles du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, t'es mort de rire, surtout quand il va chercher un gamin, je crois que c'est au Maroc, à Ouarzazate, et puis qu'à un moment, il téléphone, t'as un chameau qui blatère. Puis il dit, ouais, ça c'est un chameau qui blatère. Ouais, l'éléphant fait je sais pas quoi. Et puis le chameau fait du blatère. Enfin, c'est un truc de fou avec une actrice que j'adore, là j'ai oublié son nom, Valérie Mérez. Valérie Mérez qui est une super actrice. Et ça, Valérie Mérez à l'époque c'était mon fantasme. C'était une meuf que je trouvais hyper bien foutue, hyper canon. Et c'était vraiment mon fantasme à l'époque. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un film à voir quoi, avec vraiment de 10 à 10 minutes une blague. Voilà. Donc faut vraiment voir, c'est du grand Coluche dans son art de comique. Voilà.
En sixième position, c'est un film que j'aurais pu mettre un peu plus haut, mais comme la concurrence est rude, je l'ai mis en sixième position. C'est un Star Wars, c'est le Retour du Jedi. En fait, c'est le troisième et dernier de la première trilogie qui est sortie dans les années 80. C'est la suite logique de l'Empire contre-attaque. Et c'est là qu'on voit pour la dernière fois Dark Vador, parce que Dark Vador, comme tout le monde sait, dans celui-là, il meurt. Voilà. C'est un film qui est sorti le 19 octobre 1983 en France. Et puis bon, c'est du Star Wars, quoi. Voilà, donc si vous aimez Star Wars, bah, il faut regarder le Retour du Jedi ou le revoir, ou pour ceux qui l'auraient pas vu, le voir. Parce qu'en fait, tapez-vous la trilogie, hein, La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. C'est la première trilogie qui est sortie dans les années 80. Après, les autres sont sortis beaucoup plus tard. Hein, l'épisode 1, 2 et 3 ils sont sortis beaucoup plus tard. Parce que ça, c'est l'épisode 4, 5 et 6. Celui-là, le Retour du Jedi, c'est l'épisode 6. Voilà, et les premiers épisodes 1 et 2 et 3 sont sortis dans les années 2000, voilà. Et puis après, il y a eu l'épisode aussi 7, 8, 9, voilà. Mais après, ça a été un petit peu, ça commence à être moins bon parce que déjà, c'est plus George Lucas qui est derrière la caméra et c'est plus pareil, quoi. Voilà. Donc voilà le retour du Jedi en sixième position, position largement méritée. En cinquième position. Alors en cinquième position, c'est tout simplement un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et c'est un Inspector Harry. C'est le retour de l'Inspector Harry. C'est un titre original Sudden Impact, mais c'est sorti avec le titre en français Le retour de l'Inspector Harry. Alors c'est sorti le 22 8 84, donc le 22 août 1984. En France, mais c'est un film de 83 qui a été fait en 83. Bon voilà, pour ceux qui aiment les Inspecteurs Harry, bah, c'est du Clint Eastwood dans son art. Et dire que à la base, ce rôle de l'inspecteur Harry n'était pas pour Clint Eastwood. Il avait été proposé à John Wayne et John Wayne, grâce à Dieu, l'a refusé. Et parce que franchement, je pense que ça n'aurait pas du tout été pareil. Les Dirty Harry, ça se trouve, ils n'auraient même pas eu de succès parce que John Wayne il aurait fait ça d'une autre façon. Donc heureusement qu'il a refusé. Franchement, je suis très content qu'il ait refusé. Et ils ont proposé le rôle à Clint Eastwood qui l'a vraiment métamorphosé ce rôle de l'inspecteur Harry et Dirty Harry pour ceux qui connaissent le premier. Et puis il aurait sûrement pas, John Wayne, il aurait sûrement pas fait des phrases cultes de Clint Eastwood comme par exemple quand il rend sa plaque, je crois même que c'est dans celui-là, quand il rend sa plaque à son supérieur, il dit je vous rends ma plaque, comme ça pourra vous faire un suppositoire à 5 branches. Mais il y a des punchlines comme ça tout le long du film, frère. Il y a des punchlines comme ça tout le long du film. Mais dans tous les Inspecteurs, il y a des punchlines de ce type-là, quoi. Et il y a qu'un grand Clint Eastwood qui aurait pu faire ce genre de truc, quoi. Voilà. Donc je tiens vraiment à que vous voyez ça parce que le retour de l'inspecteur Harry ou ce titre original, ça donne impact. Franchement, regardez-le parce que c'est vraiment un énorme film. En quatrième position, j'ai mis attendez, quatrième position, j'ai mis Psychose 2. Psychose 2 avec Anthony Perkins. Attention à ne pas confondre avec Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, c'est Le Silence des Agneaux. Hannibal Lecter. Anthony Perkins, c'est Norman Bates. Il a fait des films comme Phaedra, qui est un super beau film. Il a fait des films comme un film de cowboy en noir et blanc qui est magnifique, Du sang dans le désert. Il a fait un film avec Roger Moore, le James Bond, qui s'appelle Les Loups de haute mer, où il joue le rôle on va dire d'un terroriste qui veut faire exploser des plateformes pétrolières en pleine mer, et il joue le rôle du méchant. Voilà. Roger Moore fait le rôle du sauveur, hein, évidemment. Voilà, Psychose 2, c'est la suite logique de Psychose 1, le film culte et le chef-d'œuvre de Alfred Hitchcock, qui a été fait en noir et blanc, mais c'est pas parce qu'il est en noir et blanc qu'il est pas bon. Il est magnifique, hein. Voilà, il sera aussi dans mes tops quand je ferai l'année où il est sorti. Mais le Psychose 2, c'est vraiment la suite logique du 1, et ça se passe 22 années après le 1. C'est-à-dire que pendant 22 années, Anthony Perkins, donc Norman Bates, était enfermé dans l'asile par rapport aux gens qu'il a tués dans le premier. Et surtout que c'était un fou, quoi. Il se prenait pour sa mère. Pour ceux qui connaissent à peu près l'histoire, comme ça, sans trop spoiler. Et donc il a été enfermé dans un asile psychiatrique pendant 22 ans. Oui, 22 années, c'est très long.
Et les psychiatres, au bout de 22 ans, l'ont déclaré apte à ressortir, donc guéri. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Alors au début, ça se passe bien et tout. Il va même travailler dans un fast-food, enfin une espèce de restaurant cuisine rapide et tout. Voilà, comme ils font type un motel mais restaurant, tu vois, pour bouffer, voilà. Euh, Type un routier quoi, un routier américain, voilà. Et au début, il est même aide cuistot là-dedans et tout, tu vois. Mais il commence à dérailler quand il commence à avoir des visions, quand il rentre chez lui dans sa maison, parce qu'il va réhabiter dans la maison où il était. Il va réouvrir le motel où il a été employé. Mais dans le 2, il n'est pas ouvert le motel encore, tu vois, parce qu'il est encore en train de le peindre, de le repeindre, tout ça, machin. Mais il vit dans la maison où il vivait avant, et puis de sa mère et tout ça. Et à un moment, il commence à avoir des visions derrière une fenêtre, la fenêtre de la chambre de sa mère, et il voit une silhouette féminine. Et c'est de là que tout part en vrille encore une fois. Il commence de petit à petit à reperdre la raison. Mais vous allez voir pourquoi et qu'est-ce que c'est exactement ces visions. Voilà. Donc je vous conseille parce que c'est pas Alfred Hitchcock qui a fait le 2, mais en tout cas le suspense y est, comme dans le premier. Et le mec qui a fait le film, le 2, a bien, on va dire, honoré son maître, Alfred Hitchcock, parce que le film, il est aussi bon que le premier, sauf que celui-là, il est en couleur. Voilà, tout simplement. Voilà, donc Psychose 2, à voir absolument. Il y a le 3 et le 4. Le 3 est excellent aussi, je le mettrai sûrement dans un de mes tops. Le 4 est un peu moins bien. Le 4, ça se passe, en fait, ça explique comment il a perdu les pédales. Ça se passe avant le 1. Voilà. Il est bien aussi, mais il est différent des autres. Mais je le mettrai aussi peut-être dans un de mes tops quand je vous expliquerai mieux quand je le mettrai. Voilà, Psychose 2, à voir absolument. En troisième position. Alors en troisième position, c'est un James Bond. Ah oui, encore un James Bond et encore un James Bond avec Roger Moore. C'est Octopussy. Voilà, Octopussy qui est sorti le 5-10. Alors oui, attendez. Avant, Psychose 2 est sorti le 26 juillet 1983 en France. J'avais oublié de dire la date. Voilà, petite précision. Maintenant, Octopussy est sorti le 5 octobre 1983 en France. Donc, film avec Roger Moore. Et Octo veut dire pieuvre en grec. Voilà. Et Octopussy, c'est une des James Bond girls qui s'appelle Octopussy. Voilà. Mais la pieuvre, on la voit que 2-3 minutes dans un aquarium. C'est une pieuvre qui est très très dangereuse, elle a du venin et tout, elle peut tuer un homme, voilà, voilà. Bref. Mais le film n'est pas basé sur la pieuvre. Le film est basé sur le James Bond. Voilà, action, gadget, du James Bond, du bon James Bond. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu Octopussy, allez voir parce que c'est excellent comme James Bond. Voilà. En deuxième position. Alors, en deuxième position, en deuxième position, j'ai mis un film d'une génération. J'ai mis un film d'une génération. Pourquoi? Parce que c'est un film qui m'a marqué, moi, et c'est un film vraiment d'une génération. C'est Flashdance. Flashdance, qui est sorti le 14 septembre 1933 en France, et c'est un film, c'est un peu comme La Boum. C'est un film d'une génération. Voilà. L'histoire est bien. C'est une nana qui veut réussir à entrer dans les ballets de Tchekhov, là, ou je sais pas quoi, là, tu vois. Et la meuf, en fait, c'est une bande danseuse, mais le problème, c'est qu'elle danse dans un cabaret où elle se montre un petit peu, pas à poil, mais il y a quand même des voyeurs qui vont voir, parce qu'elle est en maillot de bain, en tenue un peu sexy, tu vois. Donc, c'est un peu un strip club sans vraiment, sans elle se mettre pas à poil. Voilà. Donc c'est très dur pour elle et puis en plus elle travaille comme soudeuse dans un chantier dans le bâtiment, tu vois. Et à un moment elle rencontre un mec, c'est son patron qui va la voir dans le cabaret avec un autre mec et il découvre que c'est son employé et puis le mec il tombe amoureux et puis après il l'aide. Enfin j'en dis pas plus. En tout cas c'est vraiment le film d'une génération. Et en plus il y a un passage dans le film que j'adore. Ça dure à peu près 1 minute. On regarde une partie de breakdance avec les Rocksteady Crew. Les Rocksteady Crew, avec les New York City Breakers, c'est les deux groupes les plus connus au monde à l'ancienne de breakdance. Voilà. Et les Rocksteady Crew, ils apparaissent 1 minute dans le film en train de breaker dans la rue et elle et sa copine dans le film s'arrêtent pour les voir danser. Et franchement, rien que cette petite minute-là est magnifique. Une autre chose que j'aime bien dans ce film-là aussi, c'est son chien à la meuf principale du film.
qui est un pitbull red noise. Et c'est ce que j'avais comme chien avant. Pitbull red noise, c'est les plus beaux pitbulls pour moi. Et quand chaque fois que je vois ce film, je pense à mon chien que j'ai plus, qui est décédé depuis des années. Et chaque fois que je vois le film, je pense à mon chien parce que c'est exactement le même que j'avais, exactement le même. Voilà. En plus, le film a une BO extraordinaire, une BO de Irene Cara. Voilà. Irene Cara qui a signé des musiques comme Fame et tout ça, tu vois, voilà. Et c'est un film vraiment à voir parce que c'est un film, comme je dis, qui a marqué une génération. Et c'est un beau film musical, ou une belle histoire, des beaux classiques de musique. T'as de tout dans ce film. C'est un magnifique film, voilà, qui a été fait. Moi, je le regarde toujours avec nostalgie, toujours ma petite lagrimette dans l'œil quand je regarde ce film, surtout à des passages. Non, faut le voir. Si vous l'avez pas vu, faut le voir. Et si vous l'avez vu, faut le revoir. Et enfin, en numéro un, comment j'aurais pas pu mettre ce film en numéro un? C'est tout simplement mon t-shirt, Scarface. Voilà, Scarface, c'est normal, pour moi, c'est un film qui a été fait par Brian De Palma. Pour moi, c'est le meilleur film de Brian De Palma. Je pense pas qu'il ait fait mieux depuis ce film ou avant ce film. Il en a fait des bons films, hein, mais celui-là, c'est le top. Voilà, et c'est pour ça que je pouvais pas le mettre dans une autre place que numéro un. Parce que Scarface, il est sorti en France le 7 mars 1984, mais c'est un film de 83 qui a été fait en 83. Et évidemment, on voit un Al Pacino au plus haut sommet de sa carrière, au plus haut sommet de son art, dans le rôle de Tony Montana. Qui ne connaît pas Tony Montana et qui n'a pas vu ce film? Si vous n'avez pas vu ce film, alors là, c'est la honte. Il faut absolument voir ce film. C'est un film qui dure quand même 3 heures, mais vous ne voyez pas le temps passer. C'est un chef-d'œuvre. En fait, ça explique l'histoire d'un mec, plutôt d'un mec et ses potes, qui viennent de Cuba, tu vois, qui sont dans la merde et qui montent l'échelon grâce au trafic de drogue. Et lui devient un grand parrain, un Pablo Escobar de la drogue, version cubaine. Et il est au top, il est bourré de pognon, et puis à la fin, ça finit mal. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez comment ça finit. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, allez voir. Mais il y a des scènes cultes. Il y a des scènes cultes, des phrases cultes. Ce film, tu peux le voir autant en version originale sous-titrée en français que en version française. Les deux versions sont bien parce que en français, t'as les phrases cultes qu'on connaît tous ceux qui ont vu le film. Par exemple, une de mes préférées. Moi, je n'ai confiance qu'en deux choses. Ma parole et mon manche. L'une est ferme, l'autre est d'acier. Cette phrase, frère, c'est un truc de fou. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais celle-là, celle-là, elle est magnifique. Voilà, donc Scarface avec un Al Pacino encore plus fort que dans Le Parrain, pour moi en tout cas. Et franchement, puis avec évidemment une actrice qui joue le rôle d'Elvira, Michelle Pfeiffer. Qui était très jeune aussi à l'époque, qui était superbe, même si c'est pas trop mon style de femme, mais qui était quand même superbe dans ce film-là. Évidemment, Al Pacino tombe amoureuse de elle, mais au début, elle appartient pas à lui, elle appartient au boss pour qui Al Pacino travaille dans le film, tu vois. Sauf qu'après, il prend le pouvoir, son boss, il le met à l'amende. Enfin, vous allez voir, et puis il lui pique sa meuf, tout simplement, quoi, voilà. Et puis à un moment. Il va arriver un truc à son boss, ouais, je vous explique pas plus, pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais c'est vraiment un film à voir parce que Scarface, c'est Scarface. C'est pareil, c'est un film d'une génération. C'est un film de ma génération. C'est ma génération, même s'il y en a encore qui s'approprient ce film-là à l'époque où on vit. C'est un film de ma génération. Tu vois, ce film a été culte pour une génération entière et encore aujourd'hui on en parle. Tu vois. Voilà. Après, il faut pas prendre le côté négatif de ce film, parce que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ce film. Ils ont pris que le côté négatif de ce film. Tu vois, il faut aussi prendre et comprendre le film et pourquoi Al Pacino, enfin Tony Montana, en est arrivé là. Tu vois, il était dans la merde, il était au top, et après, il est retombé, pas dans la merde, mais dans pire. Voilà, vous verrez quand vous verrez le film si vous ne l'avez pas vu. Mais franchement, Scarface, ce film est un chef-d'œuvre. Brian De Palma. Alors, ce qui est marrant, c'est que Scarface, c'est un remake déjà. Ce Scarface, c'est un remake du premier Scarface de 1930, en noir et blanc. Mais pour une fois, et moi qui suis puriste et qui adore les originaux, pour une fois, le remake est meilleur et 1 milliard de fois meilleur que l'original. Et pourtant,
Je préfère toujours les originaux. Mais là, c'est l'exception qui s'échappe à la règle, comme on dit, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder Scarface, Tony Montana, aïe, et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu de ce magnifique film. Voilà, j'ai pas plus à dire pour l'année 83. Je suis aussi en train de préparer bientôt l'année 84 et vous allez voir ce que je vous prépare. À l'année 84, il y a aussi beaucoup de films, ça va être très dur à choisir, mais il va falloir aussi que je fasse des sacrifices, comme dirait Elton John. Voilà, sur ce, les amis, je vous laisse aller au cinéma, aller dans les salles obscures, voir des bons films. Il y en a encore, même si ça se fait rare, mais il y en a encore. Voilà, sur ce, restez bien branchés cinéma et on se retrouve bientôt une nouvelle fois dans les salles obscures. Allez, bouya!